Alors, vous venez de faire un marathon de rencontres journalistiques avec la sortie du film de Moshe Mizrahi, Oui. Cher Inconnu. Comment allez-vous? Je crois que ça pourrait être la première question, ça. Eh ben, écoutez, je vais beaucoup mieux qu'hier matin et qu'hier jusqu'à 1h55 parce qu'on est très content. Enfin, je suis pas la seule à être mieux. Moshe, il va bien. Delphine Seyrig, elle va bien. Rochefort, qui n'est pas là à Paris, je pense qu'il doit aller bien aussi. Puis nos producteurs vont bien. Et puis, Tout le monde parce va que bien, quoi. ça marche. Enfin, ça marche, on peut pas. Si, il paraît qu'on peut prévoir l'avenir à partir de la première séance. Eh bien, ce qui m'a très très étonné, c'est votre investissement personnel en ce qui concerne un film, c'est-à-dire le produit fini. Je sais qu'hier, par exemple, vous avez été faire une petite tournée au moment où le film sortait à Paris dans les salles. Pas dedans, non, non, je suis beaucoup plus hypocrite que ça. D'abord parce que je vais mettre mes lunettes au risque de décevoir Notre Américain. tous les... Je vous gêne pas là, ça vous est... Bon, d'accord. Parce que je vous vois mieux, j'aime mieux vous regarder dans les yeux que de pas vous distinguer. Non, je vais pas, je rentre pas dans les salles. Parce que j'ai même pas vu le film fini, moi, je vais vous dire. J'ai jamais osé aller à une projection privée. Et parce que je veux pas avoir l'air de surveiller ou de me faire des compliments à la sacristie à la fin. Alors j'ai pas vu une projection privée, j'ai pas vu dans les salles parce que c'est très compliqué, il faut rentrer dans le noir, sortir avant que ce soit fini, vite, vite, vite s'en aller parce que ça fait encore vous m'avez vu, c'est moi la dame qui joue. Mais c'est vrai que quand enfin j'ai employé un mot que je déteste parce que c'est un mot qui est complètement suremployé, c'est le mot investir. Quand on investit autant de passion et dans quelque chose qu'on a fait, bah, la grande récompense, c'est de voir si les gens ont envie d'aller voir ce que vous avez fait. Et il n'y a qu'une façon de le constater, c'est de passer devant les salles aux heures de séance pour voir si les gens ont envie d'entrer. Mais il y a une chose que vous ne dites pas peut-être, c'est votre solidarité avec une équipe et un metteur en scène qui a fait ce film. Et c'est d'assumer jusqu'au bout tout le bébé qui est sorti et qu'il faut suivre maintenant au cours de sa croissance. Moi, je trouve ça très étonnant après la carrière que vous avez. Après tout, vous pourriez dire, bon, bah, c'est un film de plus dans ma filmographie, etc. Oui, mais alors là, c'est que j'aurais vraiment beaucoup vieilli à l'intérieur. J'ai beaucoup vieilli à l'extérieur, mais j'ai pas vieilli à l'intérieur. Je reste un petit peu infantile dans ce domaine. On ne peut pas parler de cette collaboration Moshe Mizrahi, Simone Signoret, sans parler de ce que Montand, quand il parle de vous, appelle vos coups de cœur. Parce que ce garçon, Moshe Mizrahi, qui a le talent que le public a pu constater déjà avec La vie devant soi, le rôle de Madame Rosa, Oui. et le constatera avec le film dont nous allons parler, un jeune metteur en scène, enfin un metteur en scène, vous lui donnez une carte blanche extraordinaire. Non, mais attendez, moi je donne pas ma carte blanche à n'importe qui. Hein. Si je n'avais pas vu. Ma collaboration avec Moshe Mizrahi et ce que je peux appeler maintenant notre amitié, notre complicité, elle date bien entendu, de La vie devant soi. Vous savez, La vie devant soi, moi, c'est un film que je ne voulais pas faire. Costa Gavras voulait le faire, j'ai pas voulu le faire avec lui. Claude Berry voulait le faire, j'ai pas voulu le faire avec Claude Berry. Et un jour, mon agent m'a dit, Georges Baume m'a dit, il y a un type qui s'appelle Moshe Mizrahi qui veut faire La vie devant soi. Et j'ai dit, bah alors, qu'il fasse La vie devant soi, mais sans moi. Déjà, j'ai des raisons personnelles, j'avais des raisons personnelles pour ça, que je peux dire en deux mots. C'est que il y a longtemps, il y a 12 ans, non, plus que ça, 15 ans, je crois, traduit un roman américain, une grosse nouvelle américaine qui s'appelle Fever et qui a été publiée chez Gallimard dans la collection très chic Le Monde Entier, là, très très chic, mais je crois qu'il y a dû y avoir 12 ou 13 personnes qui l'ont lu. Mais parmi les 12 ou 13 personnes qui l'ont acheté, qui l'ont lu, je peux absolument certifier qu'Ajar l'a lu. Parce qu'il y a des similitudes tout à fait étranges avec La vie devant soi. Ce qui fait que quand mon ami Costa ou mon ami Claude Berry ont voulu faire ce sujet, que j'ai trouvé très beau,
trouvé le livre très beau. J'ai trouvé la nouvelle très belle aussi, qui s'appelait Fever. Ajar et Costa font partie de ce que vous appelez la famille, et vous leur avez pourtant refusé. Ajar ne fait pas du tout partie de ma Mais famille. Costa et Costa Berry et Claude, oui. font partie de la famille, et vous avez dit non. J'ai dit non, parce que en plus, je rêvais de jouer Fever. Je l'avais traduit et je rêvais de le jouer. C'est l'histoire d'une dame qui a été prostituée, qui est très vieille, qui a une histoire d'amour tout à fait chaste avec un petit garçon, et qui aussi est très malade, va mourir de différents mélanges de maladies, et qui aussi se fait construire dans sa cour un trou, parce que c'est là qu'elle veut être enterrée quand elle sera morte. J'ai trouvé quand même, qu'en lisant La vie devant soi d'Ajar, il y avait des similitudes étranges. Donc ça me plaisait pas beaucoup de faire cette très belle histoire, qui est une autre histoire, mais enfin qui est la même. Bon, et j'ai donc dit à Georges Baume, moi, ce monsieur Misrahi, je ne le connais pas, mais je ne veux même pas le voir, puisque je ne veux pas faire ce sujet. Et puis je me suis rappelé tout d'un coup que monsieur Misrahi, c'était lui qui avait fait un film, qui passait très discrètement, mais que j'avais vu, qui s'appelle Rosa, je t'aime. Curieusement, Rosa aussi, d'ailleurs. Et là, j'ai dit, mais je veux voir tout de suite monsieur Misrahi, que je ne connais pas. Et puis, je vais en faire qu'une bouchée, je vais lui expliquer qu'il ne faut pas faire La vie devant soi, on va faire autre chose, mais on va faire sûrement autre chose ensemble, parce que Rosa, je t'aime, c'est un film superbe. Un petit film superbe. J'ai donc rencontré Misrahi. Et moi qui croyais le grignoter très vite et l'entraîner à faire autre chose, et peut-être même Fever. Ben non, c'est lui qui m'a grignoté parce qu'il m'a expliqué ce qu'il voulait faire de La vie devant soi et qui allait un peu plus loin que l'anecdote simplement, mais qui touchait à des choses qui lui tiennent très à cœur, qui sont le problème des Juifs et des Arabes. Il a toutes les raisons de s'y intéresser plus qu'un autre, il a les deux cultures, puisqu'il est né à Alexandrie et puis qu'il est maintenant... Enfin, qu'il est israélien aussi. Je veux dire que, bon... Voilà, pour ma longue histoire de rencontre avec Moshe. Mais ma rencontre avec Moshe Misrahi, elle vient du fait que si j'avais pas vu Rosa, je t'aime, que très peu de gens ont vu, probablement je n'aurais jamais rencontré Moshe Misrahi. Alors, Moshe Misrahi fait partie de ce très joli terme-là que vous appelez la famille. La famille, je vais résumer ça en 10 secondes pour ceux qui nous écoutent, c'est d'être dans votre univers, c'est-à-dire des gens que vous aimez et que vous estimez. Et, question simple, finalement, quelles sont les qualités ou les défauts requis pour faire partie de la famille? On a l'impression qu'il faut demander un passeport, là. Non, mais c'est important, la famille, dans votre univers. Ce que vous dites là. Famille, qu'est-ce que vous voulez, la famille? Quand c'est Georges Saint-Prône, qui est quelqu'un que j'ai vu, fugitivement rencontré, avant même qu'il se fasse arrêter et déporter, parce qu'il a dû me voir au Flore et que je l'ai vu au Flore quand il était très très jeune, et moi aussi très très jeune, qui est maintenant Georges Saint-Prône, qui vient de faire ce livre admirable qui s'appelle Quel beau dimanche. Bon, ça remonte à aussi loin que ça. La famille, c'est Chris Marker, qui était au lycée Pasteur à Neuilly-sur-Seine quand moi j'étais au cours secondaire en face, donc c'est encore plus vieux. Et puis c'est Costa Gavras, parce que lui, c'est la famille à travers le travail. C'est-à-dire que les familles, elles se font à part ces vieilles choses de l'enfance et de l'adolescence. Les familles, elles se forment comme, je sais pas, comme les coquillages qui s'accrochent à un rocher et qui s'en vont plus, mais à travers généralement les rencontres du travail. Ce que je voudrais simplement savoir, pour en finir avec ce thème, est-ce que la porte reste toujours entrouverte pour que quelqu'un puisse pénétrer encore dans cette famille? Bon, bien sûr, parce que entrouverte, elle n'est pas entrouverte, elle est ouverte. Mais vous savez, c'est beaucoup d'égoïsme aussi, ça. C'est pas pour être gentil ni altruiste, c'est pour se faire plaisir à soi-même qu'on aime les gens. Ou qu'on aime, qu'on aime être avec les gens, qu'on aime les écouter, qu'on aime leur parler, qu'on aime... Je crois que c'est pas tout à fait exceptionnel, ça, comme attitude dans la vie. Ah oui, mais il me semblait que votre univers comptait quand même beaucoup. Alors c'est pourquoi on s'est un petit peu attardé là-dessus. Il compte d'une façon absolument primordiale, c'est ma campagne. C'est ma chlorophylle. C'est pour ça que je parlais de campagne.
Alors, cher inconnu, il me semble que, ouais, ben, il me semble que ça résume très très bien. Le rôle de Louise résume finalement très bien ce que vous êtes. Louise, dans ce film, on ne va pas l'expliquer, le film, les gens iront le voir. Oui. Ben, Louise, oui, Louise, c'est le dévouement. Si. C'est pas que le dévouement. Hein. Enfin bon, allez-y, je m'excuse, je Oui, vais pas vous non, casser Louise, votre non, analyse. alors, attendez, arrêtons-nous sur Louise. Alors oui, alors Louise, c'est le dévouement, la solitude, surtout. Bien sûr, oui. C'est-à-dire, c'est le contraire de moi. Ah, ben, moi, je pensais le contraire, justement. Ah, on n'est pas d'accord Là, là-dessus. ça va devenir difficile de... Non, la solitude, la solitude, moi, je ne la connais pas dans le sens où on l'emploie généralement le mot de solitude. Je ne suis pas quelqu'un qui mange toute seule au restaurant, je ne suis pas quelqu'un qui s'enferme toute seule, excepté... et ça, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Quand j'ai écrit, c'est vrai que j'ai eu besoin là de solitude, mais je me suis aperçu que d'une façon presque masochiste, je ne pouvais pas me passer de la solitude pour faire cet exercice auquel j'étais pas habitué, qui est d'écrire. Il y a une autre solitude qui existe, qui est celle qu'on peut avoir justement au milieu de plein de gens. Mais au milieu de plein de gens. Quand on joue un personnage, c'est-à-dire quand on joue un rôle, et que finalement, au moment où on est elle, et on ne cesse pas de l'être pendant 2 mois ou 3 mois, apparemment on est avec tous les autres, et on vit surtout avec tous les autres, et c'est très important, mais en même temps, ce qu'elle est, elle, la bonne femme qui habite chez vous, le personnage, elle vous donne une impression de solitude parce que vous êtes la seule, c'est difficile à expliquer. Hein. Non, non, mais moi quand j'analyse, je deviens complètement incompréhensible. C'est pour ça que j'évite d'analyser. Alors là, je crois que je vais m'embarquer dans un truc et je ne vais pas m'en sortir. Il y a un moment de solitude entre soi et le personnage. Voilà. C'est 2 bonnes femmes qui vivent, c'est-à-dire moi avec ma tête, mes cheveux, ma peau, mes pieds, mes mains. Et elle qui habite chez moi, momentanément, on est seules toutes les 2 quand même. Hein? Bon, ça ne doit pas être très clair, ça. C'est très très clair. Ah bon? C'est très très clair. Mais Espérons que je serai comprise. le dévouement... Je ne suis pas sûr de m'être comprise moi-même. Enfin. Le dévouement, ça vous connaissez bien. Ne Non, me non, dites pas non. Pas dévouement, c'est encore des mots, ça. Non, non. Dévouement, courage, c'est toujours des vocabulaires complètement... Oui, mais dévouement, courage, ce sont des choses concrètes dans... Non, d'abord, courage... non, c'est moi qui ai dit courage parce que je repensais justement... Oui, mais j'allais le dire après, Bon, de toute façon. ben, On l'aurait abordé, alors. Oui, alors non, mais c'est pas que des mots dans un dictionnaire, ce Non. sont des choses réelles, concrètes. Non, je crois que tout ça est à la base d'égoïsme. J'en suis de plus en plus persuadé. Vraiment. Oui, d'une certaine forme d'égoïsme. C'est se faire plaisir à soi-même. C'est de l'égoïsme au bout du compte. Mais écoutez, le dévouement, enfin, je veux dire, se dévouer à des idées, à des causes, avec tout ce que ça peut impliquer comme inconvénient, vous pensez que c'est de l'égoïsme? C'est pour être sûr de s'endormir tranquille. C'est aussi simple que ça. Ah oui, mais je vous assure, j'ai l'air de faire un numéro, là. Mais depuis le temps, il faudrait quand même qu'on me croie, parce que sinon, faudrait que je les change, mes numéros. Merci beaucoup. Plus ça va, plus je m'aperçois que l'altruisme, ça n'existe pas. Enfin, en tout cas, pour moi, ça n'existe pas. Parce que chaque fois qu'on fait quelque chose, on le fait en fonction de soi-même, qu'est-ce que je vais penser de moi, même. Si je fais pas ça, si je dis pas ça, si je... Alors peut-être, je ne sais pas. Vous savez, moi, je suis pas croyante. J'ai pas d'éthique religieuse du tout. Donc, ce n'est pas du tout poursuivre des préceptes que je fais les choses. C'est les C'est coups de vraiment cœur. pour moi. C'est les coups de cœur, comme dit Montand. Bah, oui, bien sûr, c'est des coups de cœur. Comme on dit, tous les 2.
On va virer vers l'actrice, là. On reviendra, là. C'est actrice, je suis pas terrible, moi, quand je parle de mon métier, parce que... Ah, ben, si, il y a quand même une chose. Il y a eu une excellente interview de vous, faite par un journaliste du matin, je le signale, parce que vraiment l'interview était excellente, et il n'y a pas de raison de ne pas parler d'un confrère qui a fait une excellente... Canavo, il a fait une très jolie interview. Et comme il n'y a jamais de honte à regarder le travail excellent que font les autres, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est votre analyse de votre métier quand vous dites que vous êtes une actrice d'instinct, qu'il y a deux catégories d'acteurs ou d'actrices, ceux qui emmagasinent et qui après rejettent ou dispensent ce qu'ils ont emmagasiné, et ceux qui travaillent par instinct. Vous vous placez dans la deuxième catégorie. Qui emmagasinent de la vie. De la vie, les choses, c'est ça. Et puis ceux qui travaillent par instinct. Si j'ai bien compris, vous vous placez dans la deuxième catégorie. Non, je me place dans les deux. C'est-à-dire que c'est parce que j'emmagasine les choses de la vie sans en avoir la conscience, d'une façon tout à fait involontaire. Je subis cet emmagasinement. Je veux dire, on m'offre... si je vais d'ici, là, du bistrot à la rue Dauphine, en traversant la rue, je vais voir passer des gens, je vais les regarder. Ou si je suis dans un restaurant, que j'entends les gens parler à la table à côté... ça va m'intéresser ce qu'ils disent, donc c'est déjà un peu de l'indiscrétion. J'emmagasine les choses qui se passent autour de moi. Et ça, c'est pas volontairement que je le fais, c'est comme ça. Bon, mais tout ça fait un petit garde-meuble, ça vient se mettre dans le puits. Et le jour où on joue la comédie, où est-ce qu'on va puiser ce qui va faire croire qu'on est... vous savez, dans la collection de Bonnes Femmes que je joue depuis 33 ans, j'ai vraiment tout fait, moi. De Casque d'Or J'ai fait les Louise, putes, oui. J'ai fait les bourgeoises, j'ai joué les paysannes, j'ai vraiment... j'ai joué les directrices de journaux, j'ai joué les mauvaises actrices. J'ai vraiment tout fait, j'ai eu beaucoup de chance. Mais comment j'aurais pu faire tout ça si j'avais pas regardé les autres, hein? Et si j'avais pas écouté les autres? Non, je crois que quand il s'agit d'instinct, c'est autre chose. Je crois que ce que Canavo disait, ou ce que j'ai lui ai expliqué, ou peut-être je lui ai mal expliqué, j'essaie de mettre plus clair maintenant, c'est que je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Et ça, il faudrait mieux en parler avec Moshe, ou avec les metteurs en scène qui ont travaillé avec moi. Quelques minutes avant la prise, vous ne savez pas? Non. Vraiment? Je vous donne ma parole d'honneur. Et puisque vous avez vu le film, écoutez... Ça m'embête parce que, enfin, après tout, je suis là pour parler de moi, pour vendre le film, alors je ne vais pas faire de la fausse pudeur ou de la fausse modestie. Bon, mais il y a la scène de cette première lettre qu'elle reçoit en réponse à cette annonce qu'elle a mise et qu'elle attend, cette réponse qu'elle attend tellement. Vraiment, je vous donne ma parole d'honneur, j'ai des témoins. Je ne savais pas du tout ce que je ferais. Et il faut la complicité que j'ai avec Moshe et avec l'équipe technique. Parce qu'il le sait, lui, qui est en train de me filmer. C'est pas très marrant, une actrice qui dit avant de faire le truc, on répète pas. Hein, et je sais pas du tout ce que je vais faire, les gars. Faudra me suivre. Vous dites ça? Ah, mais j'ai demandé la permission de le faire. Je dis pas, on va faire comme ça. Je parle pas comme ça, moi, sur un plateau. J'ai dit à Moshe, je sais pas ce que je ferai. Vous êtes d'accord, les gars, on part. Après tout, qu'est-ce qu'on risque? On risque de gaspiller de la pellicule, c'est vrai. Mais moi, j'aime mieux qu'on risque de gaspiller de la pellicule parce que, comme je ne sais pas du tout ce qui va m'arriver, comme il y a les acteurs qui prennent des notes en la marge, ils mettent là, pleurer un peu, là, gros soupir qui soulignera la tristesse de la situation, et quelquefois, ça donne des résultats superbes. Moi, je ne sais pas faire ça du tout. Et plus je vieillis, moins je veux savoir comment ça se fait, parce que là, alors, je perdrais vraiment tout mon... tout mon pécule, je ne veux pas perdre. Cette scène-là, si elle doit frapper les gens quand ils verront le film, elle a été improvisée complètement. Ni Moshe, ni moi, ni le cadreur ne savaient ce que je ferais. Bon, il faut quand même parler d'une chose, je sais que vous n'allez pas aimer, mais il faut quand même le dire. Vous êtes, je crois pas, j'en suis sûr, l'actrice sans doute au monde la plus titrée en ce qui concerne les récompenses. Attendez. Oscar, Grand Prix de Berlin, Grand Prix de Cannes, London Academy, je les ai écrits parce qu'il y en a tellement, César, Prix San Francisco, le prix Bianchetti quand vous débutiez,
Et puis alors maintenant, tout ça, eh ben vous, comme épilogue, vous trouvez une phrase, vous dites je préférerais que l'on me compare à une gentille actrice du passé. C'est quand même... Non, je réponds ça. Non, non, attendez. Non, non. D'abord, je vais pas jouer. Alors là, je vais pas jouer les hypocrites. Je suis très très contente qu'on m'ait récompensé. Il y a longtemps qu'avec mon temps, on a décidé que sur le buffet, on les enlevait les machins parce que ça faisait vraiment genre c'est le passé. On a tout mis ça dans un placard. Il n'y a pas un petit grenier où il y a plein de Il y a choses. pas. Il y a un placard où il y a tous les trophées. Bon. Mais je les renie pas, je crache pas dessus. J'étais très fière et très contente. Commencer par Bianchetti quand j'avais 24 ans, jusqu'au dernier, quand j'en avais 57. Je ne les méprise pas du tout, ces récompenses, parce qu'elles ont été généralement données en plus par les gens de ma profession. Bon. Quand je dis ça, j'aimerais mieux qu'on me compare à une gentille... Bon, une gentille quand on me actrice du passé. Oui, mais ça, c'est encore... Vous avez lu ça dans les journaux, vous. Faut pas... Non, c'est une déclaration. C'est une déclaration non, que vous avez faite. C'est une déclaration. Vous ne l'avez pas lu dans mon livre? Non. Non, bon. Vous l'avez lu dans le journal. Oui. Bon. Je n'ai pas dit ça. J'ai répondu quand on me dit « Ça vous embête qu'on parle de Gabin ?» J'ai dit « Je trouverais ça plus gentil si on me parlait d'une femme. » Hein? Alors ça me lance sur mon numéro favori à propos de Gabin, que je ne vais pas refaire là maintenant, parce que c'est long, et puis parce que... Mais c'est quelqu'un pour qui j'avais beaucoup de respect, Gabin. Et pour lesquels les jeunes, on leur a un peu appris à ne pas avoir de respect pour lui. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Alors, il faudra m'abattre pour me faire taire. Et ça va, votre émission ne va jamais finir. Je suis sans armes. Et en plus, Non, une belle rencontre avec Gabin, le chat. Non, quand je dis j'aimerais mieux qu'on me compare à une femme, ça veut dire ça. C'est pas pour donner la main au MLF, pour rattraper les clients du MLF, pour les envoyer au cinéma. C'est parce que c'est vrai que c'est curieux. Non, plutôt, c'est un signe. C'est le signe que... les grands rôles, les grands, très beaux rôles, qui deviennent de plus en plus beaux à partir du moment où on prend de la bouteille, on les a rarement offerts à des femmes. C'est vrai. Ce qui fait qu'on ne peut pas me comparer à des femmes qui auraient eu, dans le passé, à défendre d'aussi beaux rôles que ceux que j'ai à défendre depuis que j'ai pris de la bouteille, tandis qu'on peut me comparer à des hommes qui ont eu des très beaux rôles. C'est ça que je voulais dire. J'ai peut-être pas été très bien comprise là non plus. Vous venez de vous expliquer très bien. Quand on aborde le problème avec une actrice du temps qui passe, c'est toujours très très délicat. Avec vous, ça me semble très facile pour une raison, c'est que vous avez toujours su devancer le temps. Par exemple, dans les chemins de la Haute-Ville, oui. Vous jouiez un rôle qui était supérieur à l'âge que vous aviez véritablement. Oui, j'avais 37 ans, 37 ans et demi, quelque chose comme ça, et la bonne femme en avait 40, et on le disait dans le film, et même... Comment ça, je vais vous dire, je suis très maligne aussi, avec mes airs très généreux. Je suis très maligne parce que ça, c'est... je ne veux pas revenir absolument à mon bouquin, parce que j'aurais l'air de faire de la pub pour la vente, encore qu'il en a vraiment plus besoin de la pub pour la vente. Mais ça, comme j'en ai eu assez aussi de lire des bêtises, des grosses bêtises à mon sujet, j'ai donné un grand espace dans mon bouquin au problème du vieillissement de l'actrice. Je pense que j'ai répondu à des questions que personne n'aurait jamais osé me poser, par délicatesse, par gentillesse. Parce que c'est... alors je l'ai fait moi-même, j'ai fait le travail moi-même, et je me suis bien expliqué là-dessus. Parce que c'est vrai, les intervieweurs, ils n'osent pas vous dire, mais dites donc, madame... ça vous fait quel âge maintenant? Et puis, vous êtes plus que vous avez été. Oui. Alors là, je me suis expliqué là-dessus. Et des rapports de l'âge avec les extraordinaires joies qu'on puise justement à plus être la même pour jouer des choses formidablement intéressantes. Et aussi, pour être tout à fait honnête, tous les alibis que ça vous donne pour ne pas avoir été celle qui a eu assez de discipline pour pas grossir, assez de discipline ou assez de sous pour aller se faire arranger, ou je sais pas. C'est aussi des alibis pour moi, ça je n'en disconviens pas. Parce que je peux m'en servir de tout ce qui va plus très bien. Écoutez, ce qui me frappe, c'est que après avoir été sur les barricades des bonnes causes, si vous me pardonnez la métaphore, de vous être battu... Elle est audacieuse. Non, elle est réelle, c'est bien que c'est vrai. Après, vous êtes battu autant tout au long
Non, c'est pas. Je m'excuse, non. De barricade jamais, parce qu'il y a, Non, il y a- les il y a jamais eu de barricades, danger. Les non. barricades, c'est vraiment des trucs où Ah, on il y a peut quand vous, même eu, il y a on quand peut même vous eu. tirer dessus. Non, Non, mais non, il y a- non, il y a- non, non. non, sans les dangers de mort, il y a eu les dangers de discrimination, de ne pas pouvoir mettre les pieds en Amérique et bien d'autres choses, Oui, et bon, des ça, petites d'accord, mais mesquineries. c'est Il pas faut la le dire, mort, je veux ça, dire. c'est pas Non, la c'est pas la torture, mort. c'est pas la Gestapo, c'est pas. Mais c'est quand même que des choses qui atteignent profondément, j'imagine. Oui. C'est pas aussi simple de dire, bon. Alors après, tout ce militantisme, si vous me pardonnez le terme, Je ne l'accepte pas non plus parce qu'un militant, c'est quelqu'un qui est fait aveuglement et quelquefois très courageusement, mais quelquefois à tort, quelque chose qu'on lui demande, qu'une communauté à laquelle il appartient lui demande. Je ne me reconnais pas le titre de militante du tout et mon temps non plus. comment on On est arrive des alors militants à définir complètement, ça on est des marginaux. On est des gens qui faisons ce qu'on veut. Bon. Ou surtout qui ne faisons pas ce qu'on ne veut pas faire. Voilà. Alors, je vais finir ma question. Là. Mais pardon. Mais non, pas du tout. Alors, bon, voilà. Moi, je dis, il y a quelques jours, vous étiez devant l'ambassade d'Argentine et vous n'êtes pas démobilisée. Vous êtes toujours attentive et toujours vigilante et engagée contre ce qui vous apparaît comme injuste, monstrueux, aberrant, enfin, etc. Oui, il y a fort à faire, hein, je dois dire, dans ce domaine. Si on était complètement conséquent avec nous-mêmes, on serait tous les jours quelque part, tous les jours devant une ambassade, tous les jours au chevet de quelques grévistes de la faim, parce que c'est vraiment tous les jours qu'il se passe quelque chose d'effrayant. J'ai tort ou j'ai raison, je sais pas. Enfin, si vous voyez notre boîte à lettres le matin, je sais pas, moi, il y a 15 appels par jour pour des choses différentes, que ça aille des pauvres bêtes qu'on tue mal dans les abattoirs, jusqu'aux poètes qu'on emprisonne au Maroc, en passant par les écrivains qu'on met en prison à Prague, et les pauvres gens du Salvador qui viennent, parce qu'ils n'ont pas à manger, qui viennent enterrer le curé des pauvres et qu'on mitraille. Et les pauvres Cubains qui sont dans les camps à Cuba et ceux qui veulent s'en aller. Vous savez que ça devient terrible. Alors, il faudrait être tous les jours devant une ambassade quelconque, oui. N'est-ce pas un combat épuisant que de se battre sans cesse et sans arrêt contre l'intolérance et l'injustice? Encore une fois, je vais reprendre ce mot d'égoïsme que vous n'avez pas l'air d'apprécier du tout. Parce que moi, j'essaie d'être Non, honnête. je n'apprécie pas parce que je n'y crois pas. Et je suis sûr que ceux qui nous regardent ne peuvent pas imaginer que vous êtes quelqu'un Je d'égoïste. suis pas quelqu'un de sincère. Moi, si je vous le dis, il faut me croire quand même. Sinon, vous n'allez pas me croire dans Louise non plus. Ce sera embêtant. Bon, quand les familles des disparus en Argentine qui n'arrivent jamais à être reçus nulle part et qu'on balade du Quai d'Orsay en leur faisant miroiter une réponse, ils demandent pas grand-chose, ils veulent savoir si ces gens-là... Et je parle pas des Argentins qui, eux, sont... moi, je parle des Français qui ont des gens en Argentine, par exemple, et qui, depuis 5 ans, essayent d'être entendus, essayent d'avoir une réponse de cet affreux monsieur qui s'appelle le général Videla, et son copain voisin Pinochet. Un petit indice pour savoir si simplement il faut qu'ils pleurent des morts qu'ils n'ont pas pu enterrer ou qu'ils espèrent un jour revoir les gens et qu'on les traîne, qu'on leur répond pas, que le gouvernement français d'ailleurs apparemment n'a pas intérêt à s'en occuper puisqu'ils n'arrivent jamais à être entendus. Bon, quand ils viennent vous voir, ces gens-là, vous allez pas me dire qu'on peut aller se coucher tranquille le soir si on leur dit non, vous savez, moi, Vieux Kléber, jeudi à midi, non, je peux pas parce que je vais chez le coiffeur. On peut pas quand même. Surtout quand on a la vie aussi bonne, aussi douce qu'on l'a. C'est ça quand je dis, c'est aussi de l'égoïsme, c'est aussi une façon de. Ou peut-être de se sentir coupable d'être bien, d'aller bien. Question là, simple, mais qu'il y a très longtemps que j'avais envie de vous poser. Êtes-vous finalement tolérante? Est-ce que je suis tolérante? Je suis contre la tolérance, en tout cas. Bon. Je crois que je suis tolérante. Je suis quelquefois très sévère, je suis quelquefois très brutale.
Je peux me tromper très souvent. Mais a priori, je suis tolérante dans ce sens que... Attendez, je voudrais être honnête, hein, là, parce que... On peut dire des bêtises, quand même. Bon, alors, je crois que j'ai trouvé. Je suis tout à fait intolérante avec une certaine intolérance. Ça fait un peu... Oui, mais ça se... C'est un peu c'est très- mi-normand, mi-talmudique, là, ce que je vous réponds. Mais je crois que c'est ça. Il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas tolérante du tout. Je ne suis pas tolérante avec les gens qui ont... Les gens qui se foutent des choses. Non, je ne suis pas très tolérante. Je ne les comprends pas. Je suis pas tolérante avec les... Enfin, pas tolérante. J'aime pas bien les gens qui n'ont pas d'humour. Et je suis très capable d'être très méchante et très désagréable avec des gens que je méprise. Vous pouvez avoir des traits très cruels. Mais je peux aussi donner l'impression que je suis une emmerdeuse épouvantable, et je dois l'être de temps en temps, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il faudrait mieux maintenant que je prenne une apparence de suavité. Parce que je suis un peu... Je peux être très suave aussi, très, très gentille. Ouais, vous pouvez être très glacial aussi. Non, non, parce que je suis timide. Je donne l'impression que je suis glacial. Parce que je suis timide, je suis beaucoup plus timide que vous, que les 90% des gens que je vois. Je suis très timide. Pourquoi je vais pas dans les premières, dans les générales, dans les machins où il faut monter des escaliers, sourire bêtement à tout le monde? Parce que je sais pas le faire, je le fais mal. Alors j'ai l'air désagréable. Et ça fait 31 ans maintenant que mon temps me dit: mais idiote, t'as qu'à rentrer comme si tu jouais un rôle. Alors tu montes, tu souris, tu fais bonjour, ça va. Bon, moi je sais pas le faire, c'est pour ça que je le fais pas. Mon temps fait bien ça. Mais mon temps fait ça parce qu'il dis donc, il est habitué, lui. Il rentre dans un théâtre tout seul. Il fait très exactement ce qu'il m'explique que je devrais faire depuis très longtemps. Il me dit: tu oublies, tais-toi, tu joues un rôle. Lui, quand il vient, d'abord, quand il vient chanter, il n'y a pas machin dans le film de trucs non, il y a mon temps dans mon temps. Et lui, il a ce courage fabuleux d'aborder une scène, d'entrer en scène, d'avoir l'air gentil, et de leur parler à eux, parce que lui, il faut qu'il les attrape tout seul, avec les musiciens derrière. Mais Montand, par exemple, dans une soirée, il peut très bien faire semblant d'être présent tout en étant tout à fait ailleurs. Oui, parce qu'il repense à son boulot de scène. Ouais. Il se dit: j'ai qu'à faire comme quand j'apparais une fois qu'on m'a envoyé mon thème qui me fait entrer. Parce qu'il a ça derrière lui comme bagage que je voudrais bien avoir, moi, et que j'aurais jamais. Ça, je sais pas le faire, moi. Je sais pas faire ce qu'il fait sur scène. Hein? Je sais pas. On est beaucoup de comédiens à pas savoir faire ça. Ce qu'il fait lui, tout seul. Donc il le refait dans ces occasions-là. Moi, je me rive, je bute sur la première marche, je ne souris pas, j'ai honte. Je me trouve vaniteuse d'être là. Ah oui, non, c'est terrible. Alors là, je donne vraiment l'impression de cette légende qui a voulu que j'étais une femme très dure, très difficile. Difficile, elle est méchante, elle est dure. Que j'avais quand j'étais beaucoup plus jeune. Que j'ai moins maintenant à travers les rôles que j'ai joués. C'est évident que les gens qui ont vu Rosa, par exemple... Parce que les rôles peuvent humaniser, peuvent modifier le caractère fondamental. Pas du tout. Les rôles ne modifient pas le caractère fondamental. Les rôles modifient l'image que les gens se font de vous. Moi, quand j'étais jeune, j'ai fait un film où j'avais un très très beau rôle qui s'appelait Manège, ce film, où je jouais la garce la plus parfaite qu'on puisse inventer. N'est-ce pas? C'était vraiment... La salope, excusez-moi, je sais qu'en Suisse, il ne faut pas employer des vilains mots, mais je l'emploie quand même, car je n'en trouve pas d'autres. Et moi, j'étais ravie, parce que je trouve ça rigolo de jouer une salope et une garce. Et comme j'étais jeune et j'étais mignonne, c'était pas mal, moi, quand j'avais comme ça, autour de 27 ans. Bon. Non, mais c'est... Et oui, non, il y a... Ah, mais c'est vrai qu'à la télé, repasse les vieux films. Non, mais Casque d'Or passe, il y en a bien d'autres aussi. Oui. Non, mais ça, et bon, et j'avais pris une joie formidable, moi, à jouer cette bonne femme. Et les gens m'ont détesté. Les gens me haïssaient.
Moi, j'ai eu des hommes qui m'ont... Bon, c'était une salope qui trompait son mari avec la complicité de sa mère. Enfin, c'était vraiment la vraie putain, dans le sens petit bourgeois, petite putain bourgeoise. Bon. Les gens m'en voulaient et j'en ai pleuré. C'est-à-dire que j'étais si fière, moi, d'avoir réussi mon coup. Et j'aurais dû être fière, parce que s'ils me détestaient, les gens, c'est parce que je leur avais fait croire à cette bonne femme. Donc, sur le plan artistique, c'était une réussite. Mais la haine des gens, c'était quelque chose de terrible. Moi, je crois qu'il l'a raconté, ça, Canavo, dans son papier, non Oui. J'étais avec Catherine, ma fille, qui avait 3 ans, à la Colombe. On riait toutes les deux, comme ça. Elle était belle, elle avait une petite robe rose à Vichy, avec des petits nœuds, comme ça, puis on se marrait toutes les deux. Et il y avait 2 femmes qui étaient assises à quelques pas de nous, qui, très fort pour que j'entende, on dit oh, ça fait vraiment très drôle de l'avoir avec un enfant. Et l'autre enchaînait en disant moi, depuis manège, c'est fini. T'as 27 ans, t'es 7 ans, ça, tu dis mais que je leur ai fait à ces dames. Et puis tout d'un coup, tu te dis, ah ben oui, je les ai dérangées parce que elles ont vu l'image d'une méchante. Alors c'est moi maintenant qu'elles détestent. Vous avez senti le virage du public à partir de quand il a commencé à vous assimiler dans les personnages qu'il aime, quoi, les personnages. Non, par exemple, Dédé d'Anvers, il m'aimait beaucoup les gens, hein, parce que j'étais à Dédé, il m'arrêtait, il faisait ah salut Dédé, il me disait bon. Après Manège, il ne me disait plus, je ne sais plus comment elle s'appelait, la bonne femme, Dora. Il ne me faisait pas bonjour Dora, non, non, pas du tout, il faisait Dora. Casque, oui, mais Casque n'a pas eu de succès, comme vous le savez, ça a été un bide. Est-ce que Dora non, pas du tout, c'est après que ça a eu du succès. Ça fait rêver les générations, en tous les cas, ça. Ah oui, mais un peu tard pour Jacques Becker qui était mort. On est porteur des personnages qu'on a joués, il n'y a pas de doute. Et ça a été le drame de Pierre Brasseur pendant toutes ses plus belles années. Prendre une paire de claques dans Quai des Brumes et avoir l'air d'un lâche, ça l'a poursuivi. Pierre, qui était l'homme le plus bon, le plus généreux de la terre, le plus désarmé, le plus enfantin, pour pas dire infantile, parce qu'il n'était pas demeuré, il était enfantin. Entrer dans un bistrot, les gens faisaient « Ah, voilà le salaud qui rentre », jusqu'aux Enfants du Paradis, quand même. Il y a quand même un miracle entre vous et le public, c'est que quand il vous arrive de faire un film qui ne marche pas, ce qui arrive, n'est-ce pas? Oh, commandant. Eh bien, le public ne s'en souvient pas. Il ne pense qu'à ceux qui marchent très bien. Ça, c'est quand même extraordinaire, non? Oui, nous, on se les rappelle, hein, les bides. Oui, non, mais... Parce qu'on a une grande tendresse. Moi, j'ai une grande tendresse pour mes bides. Moi, je peux en citer, enfin, Casque étant l'archétype, mais Rue de Journée pour la Reine de Dalio a été un bide absolument retentissant. Et Judith Terre-Pauvre reste un bide qui m'a fait du chagrin, parce qu'en plus, vous savez, quand on prend un bide, on ne prend pas tout seul, hein, c'est toute une équipe qui prend le bide. Oui. Non, je sais bien que c'est pas le côté box-office qui vous gêne, etc. C'est toute une équipe qui est volée un peu. En 3 mois, on a tellement aimé ce qu'on faisait, et puis ils y vont pas. Oui. Et c'est très salutaire. Un bide personnel comme j'ai eu moi avec Macbeth, ça c'est très salutaire, parce que j'ai pas fait crouler la production, ils sont venus quand même, les gens. Bon. J'étais vraiment, j'aurais pas dû faire ça avec Macbeth, mais je j'ai pas ruiné les gens, ils venaient quand même, c'était plein, c'était bourré, ils venaient voir la pauvre française qui essayait de se dépatouiller avec Shakespeare, et c'était moi qui prenais le bide. C'était très dur, très cruel, mais très très salutaire, très salutaire. Mais tandis que le bide d'un film... Hein, ce chèque en blanc du public qui oublie, bon, ça n'a pas marché, mais il l'oublie, et il ne se souvient que de... C'est quand même miraculeux, ça, il y a un petit mystère. Je ne sais pas s'ils oublient, en tout cas, ils sont assez gentils pour ne pas venir vous dire, dites dans votre film, alors là, qu'est-ce que j'ai pas aimé? Ils ne viennent pas vous le dire. Ils vous disent, vous avez beaucoup vieilli. Ça, oui, ils le disent. Vous avez été fiancé, entre guillemets, hein, j'emploie le mot, je crois que c'est vous qui l'avez même employé. Mais je l'ai inventé, n'ayons pas peur des mots. Vous avez été fiancé avec le Parti communiste. Vous avez été voilà, absolument. Vous avez été fiancé. C'est le fiancé dont on ne parle jamais, d'ailleurs. Vous avez été fiancé avec le Parti communiste. Inutile de faire le bilan des déceptions. Mais est-ce que ce sont des déceptions, finalement, pardonnez-moi le terme, qui se digèrent facilement? Oh non, pas du tout facilement. Se digère pas facilement, mais parce que c'est des chagrins d'amour. Les chagrins d'amour, c'est pas des trucs... Une déception politique est un chagrin d'amour. C'est pas c'est des déceptions... oui, il faut appeler ça politique, je sais, c'est un mot que j'aime pas beaucoup. C'est des déceptions sentimentales, parce que
dans une liaison comme ça, ou une fiançaille, des fiançailles, quand le fiancé vous fait croire des choses qui sont pas vraies, et qu'on les croit et qu'on se trompe, on est très déçu. Mais quand il vous signale des choses qui sont vraies, et qu'on les croit, on a raison aussi. Je veux dire, bon, je vois très bien où on va là, on va y tomber en plein et je veux bien en parler. Ben moi je suis comme vous, je suis d'instinct, je sais pas du tout, enfin, vraiment. Moi je sais où on va très bien, si vous voulez, je vais vous le dire. Parce que c'est à ce moment-là que j'ai inventé ce mot de fiançailles avec le Parti communiste. C'est vrai que dans les années 50, quand les Rosenberg étaient à la veille de se faire électrocuter, qu'ils ont été électrocutés d'ailleurs, il fallait absolument savoir qu'un crime se commettait. Et ça, c'était quand même les communistes qui le signalaient. Et donc, il fallait les croire. Il ne faut jamais regretter de les avoir crus. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'ils aient fait croire qu'à la même période, les gens qu'on exécutait à Budapest, à Prague, à Sofia, un peu partout, étaient des coupables et qu'il fallait être content qu'on les exécute. C'est ça les chagrins d'amour. Oui. Alors, où est l'espoir maintenant, ou l'espérance, j'aime mieux. Où est l'espérance pour quelqu'un qui pense, qui regarde, qui voit les choses de notre temps, les... C'est pas facile, hein, de donner une recette, là. Non, mais de quel côté peut-il se trouver et on ne vit pas sans, alors comment faire? Comment faites-vous, si vous me pardonnez le côté personnel de la question? Ben, je fais ça, j'espère, je viens devant votre télé en espérant que Cher Inconnu va bien marcher.